Ce sera bref. Manque de respect. Manque de respect. C'est ton boy Max. Salutations distinguées aux membres de la chaîne. Assieds-toi, prends donc ce que tu veux et enjoy the show. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Le Canadien est au cœur de sa meilleure séquence. Était au cœur de sa meilleure séquence. Peut-être un petit peu fini. Bon, ça, c'est pour une autre vidéo. En 4 ans. Et non seulement est dans le mix, mais est en plein cœur de la course aux séries après 60% de la saison. Qui l'eût cru? Les choses vont tellement bien que les frustrés de la vie, comme Martin Chalifot 6672, manquent d'occasion pour déverser leur colère et savent plus comment le faire. Malheureusement, les Martin Chalifot de ce monde semblent avoir trouvé deux cibles. Samuel Montembeault et Mike Matheson. Oh boy. Je vais même pas aller dans le pourquoi ça n'a absolument aucun bon sens d'envoyer promener des athlètes professionnels en ligne au point où la blonde de Nick Suzuki lui en a parlé. I mean, I thought he had a good game, and then come home and my fiance is saying that people are saying, you know, unfortunate things about math, and you know, I didn't like hearing that. J'ose croire que toi, oui toi, personne qui fait partie de la belle communauté de ton boy, fait pas partie de cette gang. Quoique quand même, Martin Chalifot, 6672. Anyways! Non, analysons plutôt les performances de Monty et Matheson en profondeur pour voir est-ce qu'ils méritent des critiques, des fleurs? Est-ce qu'ils font juste leur travail cette saison? On regarde ça. Tout juste avant, par contre, le mois de janvier se termine et à bien des égards, ça a été le mois le plus performant de l'histoire de la chaîne. Bon, vous allez me dire que la chaîne a à peine plus d'un an, la barre est pas si haute, mon boy, du calme. Bon point, mais c'est pas le point. Le point, c'est qu'une des données où ça a très bien été, mais ça pourrait être encore mieux, c'est celle des abonnements. Vous êtes déjà plus de 1000 nouveaux abonnés jusqu'ici en 2025, largement en route vers l'objectif d'atteindre les 20 000 abonnés cette année. Mais là, prenons de l'avance dans la course. Si cette vidéo à elle seule me permet d'obtenir 300 nouveaux abonnés d'ici la publication de la prochaine, j'aurai un petit tirage pour vous lors du prochain contenu. Donc toi, oui, toi, tu veux contribuer? Abonne-toi immédiatement, c'est pour une bonne cause. OK, Matheson et Monty. On va commencer par identifier là ou les raisons des critiques envers Monty et Matheson jusqu'ici cette saison. Et dans les deux cas, je pense que c'est un peu la même chose. Puis honnêtement, il y a un petit peu des performances, soyons honnêtes. Si Mike Matheson était encore en route vers une saison de 60 points et que Samuel Montembeault était au sommet de son art présentement, les critiques ne seraient pas autant acerbes. Mais ça reste que je pense pas que la principale critique de ces deux joueurs-là jusqu'ici cette saison, ce sont leurs performances à eux. Non, je pense que dans les deux cas, on a le syndrome Woody. C'est quoi le syndrome Woody? Bonne question, je viens de l'inventer. Vous savez, dans le premier Toy Story, quand Buzz Lightyear arrive, Andy il veut plus jouer avec le pauvre Woody. Dans ce cas-ci, Matheson et Monty sont chacun un Woody. Et chacun a son Buzz. This is getting out of hand. Now there are two of them. Dans le cas de Matheson, le Buzz est arrivé dès le début de la saison. On le sait. C'est Lane Hutson. On savait ce qu'il amenait. Lane Hutson, c'était comme... Tu sais, je sais pas, ça vous est déjà arrivé, vous, dans votre vie? T'as acheté une console de jeux vidéo comme 3 semaines avant Noël avec tes parents parce que tu voulais être sûr qu'elle est la bonne. Toi, t'étais team Xbox 360 et que tu voulais être sûr qu'ils prennent la Xbox 360 puis pas la PS3 ou l'inverse. Et surtout pas une maudite Wii U. Bref, ils l'ont acheté avec toi, mais ils l'ont quand même emballé et mis sous le sapin parce que, fallait pas que tu joues avant Noël. Fait que tu savais, là, il était là. Il était là sous le sapin. T'as pas droit d'y toucher. Non, pas avant Noël, mon petit coquin. Bref, dès le camp d'entraînement, les gens voulaient voir Lane Hutson être placé sur la première vague d'avantages numériques, malgré les 60 points de Matheson l'an passé. Martin Saint-Louis a préféré donner du respect à son vétéran et Hutson a dû gagner son temps de jeu sur la première unité d'avantage numérique. Ce avec quoi, personnellement, j'étais d'accord. Vous le savez si vous m'écoutez depuis un certain temps. Dans le cas de Monty, le buzz a été pas une petite surprise. Une petite boîte cadeau cachée derrière la console qui était Lane Hutson. T'avais même pas vu qu'elle était là, cette boîte-là. Finalement, t'as des balles, puis c'est tout aussi satisfaisant. Exemple, moi, dans mon cas, ça a arrêté genre de l'équipement de gardien quand j'étais jeune. Fait insérer une référence qui cadre pour vous. Là. D'ailleurs, encore mieux, laissez-moi savoir en commentaire, ça a arrêté quoi? Un cadeau vraiment nice pour vous à genre
12 ans. 36, counted them myself. Yacoub Debesch. Bref, Yacoub Debesch et ce cadeau débarqué en Floride au retour de Noël, drôle d'adon. Et non seulement il allège la tâche de Monty avec brio depuis son rappel, mais objectivement, vous le savez, j'aime Monty, mais objectivement, il fait mieux que Samuel Montembeault depuis ce temps-là, et ça fait en sorte que les partisans en ont que pour lui. La base même des insatisfactions envers Montembeault et Matheson, je l'ai dit, oui, il y a un petit peu de leur jeu là-dedans, mais non, c'est surtout et principalement l'arrivée d'autres joueurs, plus jeunes, probablement meilleurs à long terme. Bon, dans le cas de Hudson, on peut enlever le probablement. Dans le cas de Debesch, on va pas l'enlever tout de suite, mais c'est pas probable. Mais ça vient faire en sorte que plusieurs partisans veulent lancer leur Woody au plancher pour se focusser sur Buzz Lightyear. Mais si on oublie Hudson et Debesch un instant, et qu'on regarde les performances de Matheson et Montembeault, est-ce que c'est tant que ça en deçà des attentes cette année? Débutons avec Matheson. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'aime bien Matheson. Je m'attendais malgré tout, je ne m'attendais pas à ce qu'il répète ses exploits de l'an dernier. Entendez-moi bien, depuis son arrivée à Montréal, Mike Matheson rend aux Canadiens des gros et précieux services. Dès sa première saison, il a capté l'attention. Un élégant coup de patin, rapide, une capacité offensive, je pense qu'il était peut-être un petit peu sous-estimé à ce moment-là pour lui dans la Ligue nationale de hockey. On savait qu'il était capable de bien bouger la rondelle, mais il avait tout le temps joué au sein d'équipes qui avaient des meilleures options que lui comme défenseur offensif à la ligne bleue, fait qu'on n'avait jamais vraiment pleinement vu ce potentiel-là. Par contre, cette première année-là dont je parle, il a joué seulement 48 matchs. Ça nous a empêché de voir réellement à quel point il pouvait atteindre certains plateaux sur une saison complète. Et c'est ce qu'il a fait. Comme Jay-Z, Can I get an encore? Can I get an encore? Do you want more? Bang! L'année d'après, 62 points en 2023-2024, alors qu'il a réussi à jouer les 82 matchs d'une saison régulière pour la première fois de sa carrière. Cette saison, avec du temps principalement sur la deuxième unité d'avantage numérique, Matheson est redescendu sur terre un peu offensivement, mais il pourrait quand même terminer avec une récolte quelque part entre 35 et 45 points, ce qui, personnellement, je trouve très respectable. Et surtout, s'il va au-dessus du 40 puis qu'il se situe quelque part entre 40 et 45 points, personnellement, c'était ça mes attentes pour lui cette saison. Ajoutez à ça qu'à 5 contre 5, pour un certain temps, il a été muté, non seulement à droite, mais à droite de Lane Hudson dans un rôle difficile. Il le joue de bonne façon, ce rôle-là. J'insiste, bonne façon. Sensationnel? Non, pas pantoute. Y a-tu des hauts? Y a-tu des bas? Bien sûr. Est-il parfait? Non! Je me répète, c'est pas Pierre-Luc Funk. Je comprends que Matheson prend des tirs parfois forcés. C'est rendu un des plus gros running gags sur les réseaux sociaux chez les partisans du Canadien de Montréal. Les tirs bloqués de Mike Matheson. Victime de revirement? Oui, bien sûr. Mais pour moi, les positifs sont encore largement plus grands que les négatifs. Ce qui me surprend le plus de la réaction des partisans envers Matheson, c'est la chose suivante. Il n'y a pas plus tard que 4 mois encore, il y avait des gens qui scandaient haut et fort qu'en raison de sa saison offensivement impressionnante de l'an dernier, Matheson était un des 20 meilleurs défenseurs de la LNH. Je veux dire, je me faisais même dire que je ne connaissais pas le hockey quand je disais non, c'est pas un des 20 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey, je l'aime bien. C'est un bon défenseur offensif, mais c'est pas un défenseur parmi les 20 meilleurs de la Ligue. Juste parce qu'il y a eu une saison éclatante d'un point de vue offensif, qui a terminé 9e pour les points chez les défenseurs. Non, ça ne veut pas dire que c'est un défenseur de premier plan à l'échelle de la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, toujours mon type de commentaire préféré, c'est quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Frank, ah ouais, on lance un petit épice de tu connais pas ton hockey. Continuez, ça me fait bien rire. Bref, Matheson, en ce moment, il est simplement replacé dans un rôle qui lui convient mieux. Rôle parfait? Non. Non, c'est pas un rôle parfait, bien sûr. Dans un monde idéal, le Canadien est plus profond. Le Canadien a peut-être un défenseur droitier plus défensif. En fait, j'allais dire Prime David Savard. Oui, ça existe, Prime David Savard. Big Dave. Respect, Big Dave. Bref, tu le mets pas aux côtés d'un défenseur encore plus offensif que lui, mais on est loin de mériter les critiques qui se méritent, particulièrement après la défaite en prolongation face aux Devils du New Jersey. La passe dangereuse de Patrick Laine. Est-ce que lui aussi, après ça, a cafouillé? Oui, il aurait pu réparer l'erreur. Il ne l'a pas fait. OK, correct. Mais personnellement, d'ailleurs, ça m'amène à la seule critique réelle, qui se veut constructive d'ailleurs, de Matheson. J'ai la même aussi pour David Savard, en passant. Si vous regardez la séquence d'ailleurs de ce jeu-là, du but en prolongation des Devils du New Jersey au Centre Bell,
La première chose que fait Matheson après le but, c'est regarder le ref puis chialer. Et moi, ça, c'est une chose qui me chicote énormément de David Savard et Mike Matheson cette saison. Je veux dire, t'as le droit d'être fâché. Et t'as le droit de critiquer les arbitres. T'es pas comme moi en Beer League, t'as le droit de t'attendre au meilleur des officiels. Là. Mais trop, c'est comme pas assez. Et je trouve que Matheson, et aussi David Savard, mais ici, il est question de Mike Matheson, trop souvent est après les officiels. Je pense même que ça fait peut-être un peu mal aux Canadiens. Je pense que Martin Saint-Louis un petit peu aussi comme ça des fois, mais ce serait tout. Ce serait ma seule critique. Comme, guys, là, concentrez-vous sur votre partie au lieu des arbitres. Ça commence à me titiller de la mauvaise façon. Monty, maintenant, c'est encore plus particulier, je trouve, dans son cas. Pourquoi? Parce que, je pense que même le plus grand fan de Jakub Dobeš ne devait pas s'attendre à ce qu'il débarque comme ça fin décembre et offre un si haut calibre de jeu match après match. Soyons honnêtes, c'est franchement impressionnant ce que fait Jakub Dobeš. Mais surtout, Monty a eu aucun répit dans la première moitié de saison en raison du jeu erratique de Caden Primo. S'il n'était pas sur son X, il n'y avait pas d'autre option. S'il n'était pas sur son X, le Canadien, bien souvent, mangeait une volée. Et maintenant qu'il peut souffler un peu, on oublie les performances du début de l'année comme ça, on lui manque de respect comme ça. Je veux dire, après la défaite face aux Jets de Winnipeg au Centre Bell, une défaite plate de 3-1 dans laquelle aucune des deux équipes a particulièrement dominé. Oui, les Jets ont dominé la deuxième période, mais pas outrageusement. C'est pas une défaite qui a été de la faute de Montembeault. Il n'a pas été complètement outrageusement dominé par Connor Hellebuyck à l'autre bout de la glace. Puis de toute façon, ce serait vraiment pas dramatique de se faire battre outrageusement par celui qui est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale de hockey, qui va gagner un deuxième Vezina consécutif. Et si j'avais un vote, personnellement, ce serait mon choix à ce stade-ci de l'année pour le trophée Hart. OK, fin de la parenthèse, Connor Hellebuyck. Mais bref, une petite défaite de 3-1 dans laquelle personne n'est particulièrement blâmé. Je veux dire, t'as perdu contre une meilleure équipe. Et je regardais les commentaires dans mon chat pendant mon émission d'après-match. Petite plug facile. Les soirs de match de semaine du Canadien de Montréal, ton boy fait des lives. Fait que tune in, watch party pendant la rencontre et après ça, émission d'après-match. Fin de la parenthèse. Et je regardais en même temps le point de presse de Martin Saint-Louis sur la page YouTube du Canadien. Puis je lisais les commentaires et majoritairement, c'était des commentaires en voyant promener Samuel Montembeault et parlant de problèmes de gardien de but. Excusez-moi, mais on a un problème dans les attentes. Samuel Montembeault, de 1, n'a pas la meilleure saison, j'en conviens. Le principal problème, en fait, c'est son inconstance. Aspect qui avait grandement amélioré l'an dernier. Montembeault est parmi les gardiens qui ont volé le plus de matchs jusqu'ici cette saison. Il est aussi dans le top 10 des gardiens de la Ligue pour les buts sauvés au moment de l'enregistrement de cette vidéo selon Evolving Hockey. Sauf que Monty a aussi eu plus de RBS, soit des très mauvais départs, que tout autre gardien de la LNH cette saison. Pour ceux qui ne savent pas, un très mauvais départ, c'est quoi? C'est simplement un match dans lequel le gardien a un taux d'efficacité sous les 850. Évidemment, une lourde charge de travail contribue à augmenter les chances d'en avoir un. Tu as souvent des très bons gardiens, même des gardiens élites qui ont des bonnes saisons qui sont très hauts dans cette statistique-là, simplement en raison du volume de travail. Je vous rappelle qu'au moment où on se parle, Samuel Montembeault est le deuxième gardien de but le plus utilisé de la Ligue nationale de hockey jusqu'ici cette saison. Bref, la lourde charge de travail, la défense poreuse du CH en début de saison, ça n'a pas aidé, mais il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, c'est un fait. Je suis d'accord. C'est ma critique de Samuel Montembeault cette saison. Il doit être plus constant. En fait, je pense que un Samuel Montembeault constant serait une des clés pour que le Canadien réussisse à carrément entrer en série. Mais c'est un gardien numéro 1. Arrêtez de dire qu'il ne l'est pas. C'est la 3e saison de suite où il se situe dans le top 15 pour les buts sauvés. Je parlais de Constance l'an dernier qu'il avait trouvé. Il a fini premier dans la LNH pour le pourcentage de départ de qualité, soit un départ où le gardien a un taux d'efficacité supérieur à la moyenne de la Ligue. Est-ce un gardien élite? Non! Est-ce un très bon gardien numéro 1 que tu es convaincu que c'est ton gars pour les 5 prochaines années? Non! On est en 2025. Il y a 32 équipes. Bon, est-ce que 32 gardiens dignes d'être qualifiés numéro 1 sans l'ombre d'un doute? Non, peut-être pas. Pour une autre discussion qui serait très intéressante. Mais malheureusement, à Montréal, je dis malheureusement. Malheureusement pour Monty, le partisan de hockey a été gâté avec Price, Théo, Patrick Roy. Puis après ça, on peut remonter plus loin. Dryden, Plante, puis même le trophée du meilleur gardien est en l'honneur d'un ancien gardien du Canadien. Ça fait en sorte que pour plusieurs, un gardien numéro 1, c'est un gardien élite. C'est pas le cas. Je veux dire, vous avez eu Carey Price pendant au-dessus de 15 ans, puis parfois vous trouviez le moyen de dire qu'il n'était pas si bon que ça. Fait que,
Heavy is the crown, dans le fond, pour Monty, je me rends compte. Bref, il reste 2 ans après la saison actuelle au contrat de Monty. Peut-être qu'en 27-28, Jacob Fowler va être prêt à jouer dans la Ligue nationale, puis qu'Jakub Dobeš va avoir concrétisé ce qui est un excellent début de carrière, qui va être prêt à jouer une cinquantaine de matchs. Peut-être que Monty et Dobeš vont être un excellent duo, un peu à l'image de ce qu'on voit présentement à Washington cette saison, et qu'on va pouvoir se permettre d'échanger Fowler. Bon, je ne sais pas que c'est ce que je souhaite, puis c'est pas non plus ce que je pense qui va arriver, mais s'il vous plaît, les critiques de Samuel Montembeault sont démesurées. Il ne mérite pas du tout d'être tassé, tout comme Mike Madison d'ailleurs. Est-ce que Dobeš, en ce moment, de par ses performances, pourrait mériter plus de départs? À titre d'exemple, au moins à quelques reprises dans les prochains matchs, qu'on lui donne 1, 2. Honnêtement, peut-être. Mais là, on chill, on relaxe, on recule du dos de Samuel Montembeault, s'il vous plaît. Même chose dans le cas de Mike Madison. Ce sont 2 joueurs qui ont rendu de fiers services aux Canadiens qui, fort probablement, ne feront pas partie du noyau de joueurs quand le club va être à maturité. Soyons honnêtes, même Monty. Mais en ce moment, ils ont et continuent de rendre de fiers services au club et juste pour ça, ça mérite un peu plus de respect. Ça, c'est ce que je pense des performances de Samuel Montembeault et Mike Matheson cette saison et surtout du traitement qu'ils reçoivent à l'heure actuelle. Es-tu d'accord? Oui? Non? Peut-être? Laisse-moi savoir pourquoi en commentaire. Tu veux savoir ce que je pense d'une liste que vous m'avez fait parvenir de cibles pour le Canadien pour l'été prochain? Ben, clique ici pour regarder sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!